Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau talk show sur l'Olympique Lyonnais. Après avoir fait un point mercato il y a 2 semaines, on fait cette fois-ci un point sur les finances du club rhodanien. Et pour en parler, on retrouve notre correspondant à Lyon, Alexandre Corboz. Déjà, Alexandre, comment tu vas après cette défaite face à Strasbourg? J'ai vraiment pas envie de parler du match de Strasbourg. On va embrayer directement, mais bonjour Fabien et bonjour à tous. Alors la semaine dernière, et c'est tout l'objet de notre vidéo, les résultats financiers semestriels de l'OL ont été publiés par le club avec un résultat net de moins 117 millions d'euros en 6 mois et une masse salariale record de 99 millions d'euros sur la période. Alexandre, qu'est-ce que tu peux nous dire d'abord à ce sujet? Déjà, c'est qu'on comprend mieux la décision de la DNCG du 15 novembre dernier si on a la base de ces chiffres, parce que là, on parle d'un rapport qui a été arrêté au 31 décembre dernier, ce qui veut dire la première partie de saison. Il faut imaginer que le déficit est de 117 millions d'euros seulement sur 6 mois. Donc c'est vrai que c'est des chiffres qui font peur. On comprend la résistance des instances à continuer sur cette veine-là. La masse salariale, c'est une masse salariale record, plus quand même plus 17% par rapport à l'an dernier sur tout le groupe, ce qui est colossal. Il y a d'autres points aussi qui sont notés. On a sorti les 4 chiffres les plus importants, mais les capitaux propres aussi qui sont dans le négatif, qui ont plongé de 117,6 millions d'euros pour atteindre un total négatif de 78,2 millions d'euros. Donc ça justifie certaines décisions qui ont été prises dès le mois de janvier. La trésorerie, même si elle est encore positive, Lyon avait encore de l'argent en caisse au mois de décembre, avait encore 50 millions d'euros dans les caisses, mais a perdu près de 80 millions d'euros en un an. Et ça, ce sont des chiffres importants et ça justifie tout simplement tout ce qui a découlé ces derniers temps. On comprend mieux, en fait. C'est un bon indicateur de ce qui s'est passé et ce qu'on n'a pas forcément compris au mois de novembre quand on a vu la présentation de John Textor. Ouais, justement, John Textor, on va en parler. Quels sont les responsables du coup de ces chiffres catastrophiques et dans quel ordre on les classe? Alors on va commencer quand même par John Textor parce que c'est le proprio. Et puis c'est lui qui a liquidé les actifs du club. OL féminin, la LDLC Arena, OL Règne. Malgré toutes ces ventes qui ont rapporté beaucoup d'argent, l'OL a vu sa dette se creuser sous son fonctionnement. Là aujourd'hui, on était à 500 millions en fin de saison dernière, on est revenu aux alentours de 450 millions d'euros aujourd'hui. Mais l'OL a surtout beaucoup servi à financer la holding via ce qu'on appelle au club le pot commun. Et voilà, ça a surtout servi aux autres clubs. On pense notamment à Botafogo qui a remporté la Copa Libertadores, mais qui a aussi été bien financé par l'OL avec des gros recrutements, des joueurs à 16, 17 millions d'euros, à l'image de Thiago Almada, à l'image de Luis Enrique, qui ont été clairement financés par l'argent qui provenait du pot commun, mais mis par l'OL. Donc c'est le premier responsable, tout simplement, parce qu'il a une stratégie qui est full risque. Il fait du all-in et forcément, on le pointe forcément au premier du doigt. De toute façon, c'est le propriétaire, c'est le owner, comme on dit chez les Anglais, donc c'est normal. Ensuite, j'ai mis David Friot, et on comprend pourquoi il a été dégagé, le directeur sportif, et dégagé à la fin du mercato d'été, parce que cet été, si la masse salariale a explosé, c'est qu'il a réalisé un mercato par anticipation et qu'il n'est pas parvenu à mener un plan dégraissage positif. L'OL avait beaucoup trop de joueurs en début de saison, et il ne s'était pas vraiment occupé de ça. Il avait créé un loft, il y a eu pas beaucoup de choses qu'il avait mis en place, et rien n'a fonctionné. Donc il est cassé sa stratégie, c'est normal. Pour le coup, c'est à cause de lui si le début de saison est financièrement dans cet état-là. On le verra plus tard dans la partie d'après. Et enfin, j'ai quand même mis Jean-Michel Aulas, parce qu'il ne faut pas oublier, je vais pas l'accuser par rapport au fait d'avoir vendu à John Textor. Trop l'ont déjà fait, et c'est pas mon cas, parce que je tiens à rappeler un point qui est important. Il a été plus ou moins obligé à vendre à John Textor parce qu'il y a eu une association entre Cédou et IDG Capital à l'époque. Mais voilà, il a quand même laissé un club qui avait un endettement de 332 millions d'euros de base. Donc il partait pas à zéro au niveau de l'endettement, John Textor. Il l'a creusé, mais il partait pas à zéro. Et bon, certes, sous Jean-Michel Aulas, il faut reconnaître un point qui est important. Il y a quand même il y avait quand même 750 millions d'euros d'actifs à l'époque. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Les actifs sont inférieurs à la dette. Donc ça c'est un point qui est encore au crédit de John Textor. Mais on ne peut pas exonérer. Ça serait trop facile d'exonérer l'ancien propriétaire quand le nouveau
fait aussi des bêtises, mais voilà, il y a eu des bêtises de fait de tout temps. Et on ne peut pas dire que le club était en parfaite santé quand John Textor a récupéré non plus. Ça serait mentir aux gens. Ouais. Et on va maintenant évoquer ce qui a été mis en place par le club pour redresser la barre. Alexandre, quel est le plan tout simplement du club rhodanien depuis le début de l'année? Alors, le plan, il a commencé dès le mois de décembre, mais il s'est vraiment mis en place en janvier. Alors tout d'abord, il y a eu 83 millions d'euros qui ont été apportés au capital. Alors ça, c'était le 27 janvier dernier. Et dans cet argent, on retrouve 21,3 millions apportés par la société de Michel Kang, la propriétaire de l'OL féminin, qui en a profité pour racheter encore un peu des parts de l'OL féminin. Donc il y a eu un petit grappillage de parts de ce côté-là, mais il y a eu de l'argent injecté directement dans les caisses, et c'est 83 millions d'euros. Il y a aussi eu 62,3 millions de ventes de joueurs cet hiver. Hors prêt avec quoi? Parce que on va encore toucher une vingtaine de millions d'euros l'été prochain des autres partants, il ne faut pas l'oublier. On compte dans ce calcul la vente de Luis Enrique, transféré de Botafogo au Zénith, car il y a eu un autre point qui est important, la cession des droits commerciaux de 3 joueurs Botafogo. Alors ça concerne Thiago Almada, Luis Enrique et Igor Jesus. À partir du moment où ces 3 joueurs sont transférés, l'argent revient à l'OL. Donc, en fait, ces 3 joueurs étaient évalués dans les bilans comptables à 91,7 millions d'euros. Mais ces 91,7 millions d'euros, c'est de la dette qui est à Botafogo, mais de la dette en famille, on va dire. C'est comme ça que fonctionne la multipropriété. Voilà, il y a eu ce point-là, ces 3 leviers-là. Il y a eu la baisse de la masse salariale qui a mécaniquement été lancée. On ne finira pas la saison à 198,4 millions d'euros en projetant ce qui s'était passé en termes de masse salariale sur la première partie de saison. Ça finira à beaucoup moins. Je vous dirai tout à l'heure quel était l'objectif, et si on l'atteint, on ne le sait pas encore. Il y a aussi le waiver qui a été négocié. Alors ça, c'est simplement un rééchelonnement de dette vis-à-vis des fournisseurs. Et enfin, il y a eu la validation du plan de sauvegarde avec près de 80 départs volontaires dans les effectifs du club. Donc voilà, tous ces leviers ont été mis en œuvre pour faire des économies, une restructuration du club. Ça a commencé. Voilà, ça a commencé. Donc on aura les effets en deuxième partie de saison, en fin de saison, tout simplement. Ouais, l'OL ne fait pas rien pour redresser la barre. Tu ne l'as pas encore évoqué, mais il y a aussi la baisse de la masse salariale qui va permettre d'assainir les finances. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, il y a un point très important, c'est que l'objectif cette année de masse salariale, c'était 172,4 millions d'euros. C'est ce que John Textor a présenté le 15 novembre dernier à la DNCG. On ne sait pas s'il a été atteint, mais on devrait s'en rapprocher à minima. On devrait être aux alentours de entre 170 et 180, probablement par rapport à tous les départs qu'il y a eu cet hiver, parce qu'il y a quand même eu une vague de départ importante au niveau des joueurs. Et puis en plus des 80 licenciements au sein du club. Le point important, c'est que la masse salariale prévisionnelle de l'effectif était de 128,4 millions d'euros. L'objectif, en fin de saison, c'est d'atteindre fin de saison, pour la saison prochaine, pas en fin de saison, pour la saison prochaine, de démarrer la saison après les ventes, après le mercato, à 74,3 millions d'euros. Alors ça peut paraître impressionnant comme chiffre, mais il faut prendre en compte un fait important. Il y a 26,3 millions d'euros de joueurs en fin de contrat en juin. Ces joueurs, ça concerne Alexandre Lacazette, Warmed Omari, Nicolas Tagliafico. Et donc, on peut présumer que tous ces joueurs ne seront plus là l'an prochain. Notamment Nicolas Tagliafico, que l'OL veut pourtant prolonger, mais bon, ça serait une prolongation au rabais s'il signe, parce que l'objectif reste l'objectif financier fixé par John Textor, et l'OL va essayer de s'en approcher au maximum pour réussir son plan de restructuration. Ouais, et il y a d'autres clés qui peuvent permettre la survie de l'OL, et notamment sur le terrain, où une qualification en Ligue des Champions serait vraiment la bienvenue. Mais en plus de cela, il y a d'autres clés. Quelles sont-elles? Alors, pour la Ligue des Champions, ce qu'il faut préciser, c'est pas qu'elle serait la bienvenue, c'est qu'elle est vitale. Elle est vitale. Elle a été prévisionnée au début de saison, et on voit mal la Eagle Holding pouvoir continuer sans Ligue des Champions, sans les revenus de la Ligue des Champions. Il faut se rendre compte d'un fait. Lille, pour son parcours, a touché près de 80 millions d'euros, 78,7. Monaco, c'est 60 millions d'euros. Brest, 52 millions d'euros. Le projet dépend clairement de ça, parce que l'écart avec la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence est beaucoup trop grand. Autre point important, les ventes de joueurs. De toute façon, le communiqué le précise, il faudra encore dégraisser l'été prochain. Dégraisser, c'est séparer des gros salaires, parce que c'est l'objectif principal pour abaisser la masse salariale, mais aussi faire rentrer de l'argent.
avec ses gros salaires. Donc, on ne rentrera pas beaucoup d'argent sur Nemanja Matic, qui va probablement être cédé. On fera une grosse économie salariale, par contre, ça sera important. Mais il y a des joueurs comme Ryan Cherki, que j'ai mis sur la photo, dont le départ est plus ou moins capital. Un montant compris entre 25 et 30 du fait de l'accord qu'il y a entre le club et le joueur lors de sa prolongation. Il ne partira pas pour beaucoup plus, c'est probable. Mais il y aura peut-être une ou deux grosses sessions supplémentaires nécessaires pour épurer les comptes et rentrer de l'argent. Enfin, il y a l'IPO. Donc, l'IPO, c'est l'entrée en bourse du côté de la bourse de New York. Après, là, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que Mika, qui est du 11 Lyonnais, a fait une très belle vidéo sur le sujet, qui est très complémentaire de ce talk, que je vous invite à regarder sur sa chaîne YouTube, où il explique parfaitement pourquoi Eagle et l'OL avaient leur destin lié et comment se valorisait l'OL lors de l'IPO. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ce que je peux dire en plus, c'est que l'OL espère toujours un apport maximum de 150 millions d'euros au cours du premier semestre 2025 avec l'introduction à la bourse au New York Stock Exchange. C'est dans le dernier communiqué financier, tout simplement. C'est écrit, les 150 millions d'euros, il y en a besoin, et au premier semestre. Plus on avance, plus ce sera dur de tenir les délais, parce que là, on est, mine de rien, à 3 mois de la fin on est à mi-chemin, et l'IPO n'est pas encore lancé. Après, il y a tout un temps, près de 2 mois, pour finaliser l'IPO. Donc, l'horloge tourne, et c'est clairement pas en faveur de l'OL. Donc, ça rejoint ce que dit Mika, à savoir que le destin d'Eagle et le destin de l'OL, aujourd'hui, sont liés, et Textor n'a pas le droit d'échouer. Ouais, et donc, après avoir fait le tour de la question, on va parler des risques encourus par l'OL cet été. Alexandre, quels sont ces risques ? Alors, tout d'abord, il y a le risque que tout le monde connaît, c'est le risque annoncé de la LFP par la DNCG, car l'OL est toujours sous le coup d'une relégation en Ligue 2 à titre conservatoire. C'est la décision du mois de novembre, qui n'a pas été revue en appel. Elle existe toujours. Maintenant, Lyon le sait. Il y a cette épée de Damoclès. Alors, même si John Textor est serein, même si au club, ils sont très sereins, il ne faudrait pas que le gendarme financier tranche en absence d'IPO, parce que l'IPO est nécessaire dans l'autre cas. Donc, si le gendarme financier tranche, il n'y aura pas de sauveur possible. J'insiste là-dessus. Parce qu'un rachat de club, tel que l'a vécu Lille sous Gérard Lopez à l'époque, avec l'arrivée de Merlin's Partner, ça s'anticipe. Il y avait eu la relégation à titre conservatoire, mais ils avaient été rachetés dès le mois de décembre. Là, on va arriver dans le Money Time. Le rachat n'est même pas enclenché, il n'y a aucun remplaçant. Arès n'a pas vocation à gérer un club. Donc Lyon, si la DNCG tombe sur Lyon, il n'y aura pas de filet de sauvetage. On est vraiment sur la stratégie, comme l'a dit Mika, d'obligation de réussite de John Textor, parce qu'il n'y a pas de plan B. Donc on est au 31 mars aujourd'hui, et j'insiste là-dessus, si la DNCG le décide en fin de saison, Lyon aura du mal à se sauver, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qu'il ne faut pas oublier, c'est l'UEFA, c'est l'ICFC, donc le gendarme financier européen. Alors aujourd'hui, l'OL a 88% de chances de disputer une Coupe d'Europe si Paris gagne la Coupe de France. Voilà, ça c'est une stat très importante. Mais donc si on dispute une Coupe d'Europe, ça veut dire que tu passes devant l'ICFC, qui est l'instance gendarme financier de l'UEFA. Et il faut ne pas avoir de déficit glissant sur 3 ans en dessus de 60 millions d'euros. Aujourd'hui, l'OL en est déjà à 120. Et à mi-saison, moins 117. Donc on est déjà à près de 240. Il faudrait que l'OL fasse un plus 180 sur la deuxième partie de saison pour éviter les sanctions. C'est impossible. C'est impossible. Après, quelle sanction ce sera ? On ne va pas se prononcer tout de suite. L'exclusion de la Coupe d'Europe fait partie du panel de sanctions. Mais on ne sait pas si c'est celle-là qui sera choisie par l'ICFC, parce qu'il y a des clubs très endettés aussi qui sont passés et qui ont réussi à s'en sortir. Donc il n'y a pas de vérité vraiment par rapport à l'ICFC de la manière de trancher, si ce n'est qu'il faut payer tous ses fournisseurs, payer tous ses salaires en heure, et après prier pour que les sanctions soient les moins lourdes possibles. Parce qu'il y a des sanctions qui sont acceptables. Une retenue sur les revenus de Ligue des Champions, ça peut arriver. Marseille l'a eu, Paris l'a eu, tous les clubs français quasiment l'ont eu, et il y aura aussi probablement un encadrement du nombre de joueurs sous contrat, sous contrat pouvant disputer l'UEFA. La liste elle est de 25. Souvent, elle est réduite à 21 pour les clubs sanctionnés. Donc, ça oblige les clubs à faire appel à leurs jeunes. Voilà ce qu'on peut dire. Mais bon, là-dessus, on marche vraiment sur des œufs. J'insiste là-dessus parce que on est encore très loin de la deadline. Il se peut encore se passer des choses. Il peut y avoir des traits de transfert impayés. Toutes les sanctions sont possibles. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a ces deux menaces qui planent clairement sur l'OL aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup, Alexandre, pour cet éclairage. Supporter lyonnais,
On se retrouvera un peu plus tard dans la semaine pour un nouveau talk show sur votre club et ce sera axé sur le match de ce week-end face au LOSC. En attendant, bonne fin de journée à tous et à bientôt sur les antennes de But Football Club. Au revoir.